Bonjour, vous écoutez Paroles d'Histoire, ou plus exactement, Le Fil de l'Épée, une coproduction entre Paroles d'Histoire et le collimateur d'Alexandre Jublin. Vous écoutez cette émission sur le fil de Paroles d'Histoire, à partir des prochaines ce sera sur le fil du collimateur, je vous engage à vous y abonner. Merci et très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce premier épisode du Fil de l'Épée, je suis Alexandre Jublin. Et je suis André Loez. Fil de l'Épée, donc un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés. Et c'est une coproduction entre nos deux podcasts, le collimateur et Paroles d'Histoire. C'est un podcast par ailleurs associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Alors, enchanté André qu'on se lance ensemble dans cette aventure intitulée donc Le Fil de l'Épée. On va en dire un mot juste avant le premier épisode avec Mickaël Bourlet. Mais bon, voilà, j'avais déjà mentionné tout ça moi dans la première émission de la saison il y a quelques semaines, donc je vais pas me répéter, mais je vais simplement mentionner que de mon côté, c'était une envie que j'avais déjà depuis longtemps de faire un peu plus d'histoire militaire. Puis surtout de consacrer un espace à la discipline et aux faits guerriers d'autres époques. Alors d'abord parce que je pense que c'est fructueux dans l'absolu, y compris pour penser aux conflits et aux armées contemporaines, mais bon, c'est pas seulement un projet utilitaire comme une sorte de cours d'histoire militaire, d'histoire édifiante ou de grande bataille qu'on pourrait donner par exemple à des élèves, à un public militaire, où évidemment, pareil, on peut mentionner que c'est utile, mais dans une certaine mesure seulement. Il faut bien circonscrire la pertinence de l'histoire militaire pour les militaires d'aujourd'hui. On en parle d'ailleurs à la fin de l'émission avec Mickaël Bourlet. Mais en ce qui me concerne en tout cas, c'est aussi l'idée que c'est un champ de la discipline historique qui est dynamique, et même très dynamique, qui a connu un profond renouvellement depuis quelques décennies, après une longue période où on la faisait de manière pas toujours très stimulante, et qui donc mérite d'être discuté à part entière. Et voilà, en ce qui concerne le collimateur, je peux dire j'en avais un peu marre de picorer ou de piocher de temps en temps une émission du mardi pour la consacrer à des thèmes historiques plus qu'à des sujets contemporains, et donc j'avais envie de marquer, de baliser cet espace où on pourra donc tourner autour du fait guerrier en allant voir ailleurs, y compris très loin dans l'espace et dans le temps, si les parutions et si les interlocuteurs s'y prêtent. Mais il y a donc ce titre aussi derrière, et je vais peut-être vous laisser, André, entendre ce que vous entendez par ce fil de l'épée, parce que je peux dire c'est vous qui avez trouvé le titre. Donc, à tout seigneur, tout honneur. Pourquoi ce fil de l'épée ? Alors beaucoup ont reconnu sans doute une référence à un livre de Gaulle qui date de 1932 où il parle de ses conceptions militaires, mais au-delà de ça, l'idée du fil se prête assez bien à la radio, le fil de la radio, le fil du podcast, le fil Twitter, le fil que l'on déroule entre les époques, et puis ce fil qu'on voudrait être assez tranchant dans notre approche des choses militaires et de l'histoire, pour suggérer aussi avec cette épée les armes blanches des époques anciennes. On ne va pas s'enfermer ni dans le XVIe siècle des premiers canons, votre sujet, ni dans la Première Guerre mondiale qui était le mien, mais essayer vraiment d'aborder la chose militaire en histoire dans toutes ses dimensions, d'autant plus que si on y réfléchit, l'histoire dans la traduction occidentale du moins, eh bien son fondateur c'est Hérodote, et qui a été à la fois le premier historien militaire, qui raconte des batailles, qui raconte Marathon, Platée, mais qui à travers des batailles et une guerre raconte aussi beaucoup plus de choses sur les sociétés grecques, mais aussi barbares de son époque. C'est des descriptions extraordinaires du monde dans lequel il vivait, et du coup on peut faire le pari que étudier l'histoire militaire, c'est en dire beaucoup sur les sociétés du passé, c'est en dire beaucoup sur les sociétés qui faisaient la guerre, sur la manière même d'écrire l'histoire. On peut se référer à d'autres grands prédécesseurs plus près de nous, comme le Dimanche de Bouvines de Georges Duby. Autrement dit, faire de l'histoire militaire, c'est ouvrir au maximum le regard, non seulement sur la guerre, mais sur ce que la guerre fait à l'écriture de l'histoire elle-même. Et du coup, on va essayer de faire ça 2 fois par mois ensemble, le vendredi, dans des émissions. Donc, le fil de l'épée a commencé aujourd'hui par la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui donc, pour parler de Verdun, mais aussi et surtout pour inaugurer donc ce nouveau format avec André, nous avons le plaisir de recevoir Mickaël Bourlet, historien, enseignant et auteur il y a quelques mois d'un Verdun 1916 aux éditions Perrin. Je peux rappeler que c'est un ouvrage qui est dans cette belle collection Champs de bataille. On avait déjà reçu dans le collimateur Jean Lopez pour parler du premier opus de cette collection sur la bataille de Kharkov en 1942. Mais il s'agit donc de parler de cette bataille de Verdun en 1916, qui est vraiment une bataille monstre. Vous mentionnez quelque part dans l'ouvrage que peu de batailles ont autant marqué l'imaginaire, ou autant marqué les peuples, que celle-ci depuis l'Antiquité. Et bon, à bien des égards, on peut parfois avoir un peu l'impression que le mot Verdun, le titre, ensevelit un peu tout, y compris la bataille elle-même. Donc pour commencer, peut-être pour
tout le monde en fait qui n'aurait pas forcément une idée très claire de ce que représente Verdun d'un point de vue opérationnel à l'intérieur de la Première Guerre mondiale. Voilà. Qu'est-ce que ça représente? Où est-ce que ça se situe, Verdun, à la fois à l'intérieur du déroulé de cette Première Guerre mondiale, et puis aussi, en fait, spatialement, à l'échelle du front en 1916? Bonjour André, bonjour Alexandre. Alors, avant de parler de Verdun dans la Première Guerre mondiale, juste en parler dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale parce que je pense que c'est important. Avant la guerre, Verdun, c'est une des plus puissantes places fortes françaises. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière allemande, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui évidemment. Et à l'époque, la place de Verdun fait face à la place forte allemande de Metz, qui est réputée être la plus puissante aussi du Reich allemand. Donc, au lendemain de la première guerre, au lendemain de la guerre franco-prussienne, Verdun est en première ligne dans la guerre, si je puis dire. Alors, c'est une ville qui est fortifiée dans l'est de la France, dans la Meuse. Elle est fortifiée donc autour de la ville intramuros, je dirais. Et puis, les fortifications sont aussi projetées, littéralement, c'est le mot, jusqu'à une vingtaine de kilomètres au nord de Verdun et autour de Verdun. C'est pour cette raison qu'on parle de camp retranché. Alors, cette fortification, elle s'est faite en plusieurs étapes. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais c'est un pilier du programme Serré de Rivière qui consiste en fait à fortifier la frontière de l'Est après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. C'est pas tout à fait une ligne Maginot comme on peut la connaître pour 1940, mais c'est une ligne fortifiée qui a une logique aussi. Et Verdun est le pilier de cette ligne fortifiée Serré de Rivière. Voilà. Donc à la veille de la guerre, ce système fortifié, bien qu'inachevé et imparfait, hein, comme tous les systèmes fortifiés, constitue ce qu'on appelle le camp retranché de Verdun, et il garantit la frontière de l'Est de la France. Voilà, pour dire les choses simplement. On peut mentionner déjà un léger paradoxe que vous soulignez beaucoup au début de l'ouvrage, c'est que c'est une très grosse place forte à une époque où les places fortes n'ont plus tellement la cote, depuis déjà quelques années, voire quelques décennies. Oui, tout à fait. En fait, les généraux français n'ont plus du tout, ont tous en tête à l'époque les drames, je dirais même de la guerre de 70, hein, de Metz et de Sedan, où des armées sont entièrement encerclées et prisonnières. Donc, et en plus dans une armée où la philosophie est la guerre de mouvement, hein, l'offensive et le mouvement, la fortification n'a pas l'intérêt. On n'est pas là pour faire une guerre très longue derrière des remparts. Il n'empêche que on a construit des fortifications, on les a toujours en 1914 et elles servent. Alors le camp retranché de Verdun, c'est, je dirais, un immense camp avec des troupes, des soldats. Il y a plus de soldats que d'habitants à Verdun en 1914 et il y a des moyens militaires considérables, beaucoup de canons, beaucoup d'armements, de munitions pour tenir. Voilà. Ça, c'est un peu le panorama de Verdun avant 14. Alors, en 1914, le secteur de Verdun entre un peu dans la guerre. Alors, je vais détailler un tout petit peu, je n'en ai pas pour longtemps, mais je pense que c'est important. Verdun entre dans la guerre un peu dans l'ombre de la bataille de la Marne. Alors, c'est un saillant, et ce pilier qui était initialement destiné à tenir la frontière de l'Est devient en fait en quelque sorte une sorte de pilier d'une digue amovible pendant la bataille de la Marne, qui permet en fait aux armées françaises de s'appuyer pour repousser les Allemands entre Verdun et Paris pour simplifier. Voilà, je simplifie au maximum. Donc, si vous voulez, ce secteur de Verdun n'est pas l'objet de combats intenses en août 1914, ni en septembre, ni au début septembre 1914, comme on peut trouver des combats féroces au nord de Paris. Mais il n'empêche que, ce secteur forme progressivement un saillant autour de Verdun à partir de la fin du mois de septembre, après quelques combats féroces tout de même sur les marges, vers les Éparges, pour ceux qui connaissent, le saillant de Saint-Mihiel qui se forme, ou encore Vauquois, qui en fait sont des noms de batailles très connus de fin de l'année 14 et aussi 1915. Donc voilà, en fait, si vous voulez, Verdun entre un peu comme une sorte de passager clandestin dans la Grande Guerre, si j'ose dire, parce que ce n'est pas un secteur central du front, et pourtant c'est une zone qui a une importance vitale tout de même pour l'armée française, puisque si le pilier de Verdun cède, ben, c'est une bonne partie du front qui cède. Donc, mais il n'empêche que après septembre 1914 et lorsque les fronts se stabilisent, la région fortifiée de Verdun ne préoccupe plus tellement l'état-major français. Hein. Elle est même dépouillée progressivement de ses moyens militaires.
Joffre en a besoin pour alimenter ses offensives en Champagne et en Artois. Donc c'est surtout les secteurs périphériques, comme je disais, qui en 1915 sont l'objet de combats très durs, hein, qui préfigurent en fin de compte aussi les combats de la Meuse en 1916. Donc je citais tout à l'heure Vauquois, les Éparges, Saint-Mihiel, hein. On a tous beaucoup de témoignages hein, de ces combats. Je rappelle notamment ceux de Genevois aux Éparges en 1915. Hein. Donc voilà un peu, je dirais, l'année 1915 pour Verdun, c'est un peu un secteur calme même au nord de Verdun. Il n'y a pas beaucoup de combats, il y a très peu de combats. C'est une zone qui est plutôt privilégiée. Et c'est vraiment à partir de 1916 que, je dirais, Verdun entre véritablement dans la guerre au plan du combat et pour une gigantesque bataille, quasiment unique quand même en termes de chronologie, puisqu'elle dure près de 300 jours, parce que près d'un an de bataille. C'est ça qui fait que cette bataille est unique. C'est pas tellement la violence, le nombre de morts, parce qu'il y a d'autres batailles beaucoup plus dures, beaucoup plus meurtrières, mais c'est parce que c'est une bataille qui dure très longtemps, et c'est ça qui en fait sa particularité, c'est que les deux armées vont se battre pendant un an et alimenter cette bataille pendant un an. C'est ça qui quand même qui paraît quand même assez hallucinant. Alors on est arrivé à la veille de la grande offensive allemande du 21 février 1916 et il y a un paradoxe, vous l'avez dit rapidement mais on peut peut-être y revenir un petit peu. Dans une guerre de position qu'est devenue la Grande Guerre, on pourrait se dire que s'appuyer sur un réseau fortifié avec du béton, des casemates, des forts, ce serait un avantage. Et pourtant, cette région fortifiée, elle a été dépouillée, à moitié abandonnée, elle n'est pas si bien défendue. Qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît pas, on reconnaît mal la valeur de Verdun? Ça fait d'ailleurs polémique, hein, une fois que la bataille est lancée, et beaucoup de gens disent, voilà, Joffre a été imprévoyant, on a laissé Verdun à l'abandon, etc. Qu'est-ce qui explique qu'on ne se soit pas appuyé sur ce qui paraît très logique dans une guerre de position qui est devenue la Grande Guerre, ces fortifications très très puissantes? Alors, en fait, je crois que vous prenez le problème à repousse-poil. Verdun, c'est une immense tranchée, on pourrait caricaturer de cette façon, dans laquelle il y a des hommes et des canons qui ne servent à rien. C'est ça en fait. Joffre n'a nullement l'intention d'attaquer le front allemand depuis Verdun. Donc, si vous voulez, ces hommes, c'est un peu un trésor de guerre. Ces hommes qui sont dans la fortification, dans les fortifications de Verdun, qui ne sont pas des super fortifications. Attention, les lignes fortifiées ne sont pas, hormis les forts, sinon ce sont vraiment des lignes, pour la plupart, des lignes sommaires. Hein. Et ben, c'est un trésor de guerre. Et Joffre, en 1915, en a besoin pour alimenter ses offensives en Champagne et en Artois. Donc, si vous voulez, en fait, c'est vrai qu'on est dans une guerre de tranchées, c'est vrai qu'on a là des positions fortifiées, on a des forts, mais des hommes qui ne servent à rien et des canons qui ne servent à rien, donc autant les utiliser ailleurs. Voilà, c'est un peu l'idée en fait, c'est un peu le paradoxe, c'est vrai. Et alors, si on prend la chose de l'autre côté, du côté allemand, il y a donc, peut-être replaçons la logique qui prévaut au début de 1916. Donc, bon, voilà, on connaît sans doute les grandes phases, c'est-à-dire la grande offensive qui s'arrête, la guerre de position qui se met en place, et puis ensuite, progressivement, voilà, il faut passer à la suite, il faut avoir d'autres idées, et du côté allemand, il faut trouver un moyen de trouver peut-être une occasion d'avoir, ce que vous décrivez, c'est la recherche d'une grande bataille décisive, un peu napoléonienne, qui permettrait de mettre fin une bonne fois pour toutes à la guerre, si possible avant que le rapport de force s'inverse en défaveur des Allemands. Oui, alors, est-ce que est-ce que dans l'idée de Falkenhayn, en fait, attaquer à Verdun, c'était obtenir une grande bataille décisive? On n'en est pas sûr, on n'en sait rien en fait. Falkenhayn, rappelons-le, qui est le chef d'état-major allemand à ce moment-là. Oui, le commandant-en-chef, on peut dire ça pour simplifier, le commandant-en-chef allemand. Il y a quand même quelques points à rappeler qui me semblent utiles. D'abord, l'attaque en direction de Verdun et la première offensive allemande sur le front de l'Ouest depuis 1914. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que entre la fin 14 et le début 1916, les Allemands regardent ailleurs. Ils défendent sur le front de l'Ouest, sur le front de France, mais ils regardent ailleurs. Je vais essayer de décliner ma réponse en différentes échelles, ça me semble intéressant. Falkenhayn, c'est le commandant en chef de l'armée allemande, on l'a dit tout à l'heure, il recherche un succès, c'est normal, c'est un chef militaire, et il cherche aussi à mettre fin à la guerre. Et donc il pense qu'en relançant la guerre à l'ouest, il peut atteindre cet objectif. Il a été déçu par les initiatives qui ont été prises sur le front de l'Est, donc pour lui c'est finir la guerre. Si je descends encore d'un niveau,
Eh bien, Falkenhayn souhaite attaquer les Alliés au plus vite avant d'être attaqué lui-même. Il sait que les Alliés planifient une offensive à l'ouest, donc ça sera la Somme. Il sait que les Alliés misent sur le blocus et une réactivation du front de l'Est. Donc, en fait, Falkenhayn nous donne l'impression, moi, d'être le plus lucide des généraux allemands sur l'état à venir de son armée et des ressources de son pays. Donc, il souhaite au plus vite profiter d'un avantage militaire qui est un avantage de façade, fin 1915, et donc il se lance dans la programmation de cette planification de cette offensive à l'ouest. Alors c'est vrai qu'il y a Verdun. Beaucoup ont imaginé aussi qu'il y avait possiblement Verdun n'était juste qu'une une pré-offensive avant quelque chose de beaucoup plus important. Non, on n'en a pas la preuve, on n'a pas les moyens de le savoir, mais ça n'est pas impossible. On peut déjà expliquer ça par le fait que la faiblesse des effectifs alloués initialement à l'offensive. 60 000 hommes pour attaquer à Verdun le 21 février 1916, c'est peu pour une offensive qui, théoriquement, certains le disent en fait, doit amener la paix. Donc, on peut être plus modéré. Alors maintenant, quand on descend encore d'un niveau, on se rend compte que les Allemands ont tenu sur le front de l'Ouest, les centraux enregistrent des succès sur le front russe, dans les Balkans, au Moyen-Orient, mais en fait, tout ça, c'est un peu de la façade. Et la situation semble avantageuse, mais en réalité, elle est très difficile. Parce que sur le front russe, Falkenhayn et son armée ont rencontré, certes, des petits succès tactiques, mais ils n'ont jamais réussi à déboucher. Ils sont dans une position toujours inconfortable entre deux fronts principaux, le front de l'Est et le front de France. Et puis surtout, il y a un nouveau front qui s'est ouvert en Italie, donc c'est compliqué à partir de mars 1915. Et en plus, les Allemands et leurs alliés sont en infériorité numérique face à l'armée russe monstrueuse et face aux forces britanniques. Et puis, l'allié austro-hongrois est fébrile quand même, donc il donne des signes de faiblesse. Et puis ensuite, il y a les ressources qui diminuent. Donc, Falkenhayn a vraiment beaucoup de bonnes raisons d'attaquer à l'ouest. Alors, je terminerai encore en expliquant aussi qu'il y a des tensions très fortes au sein de l'état-major allemand. Il y en a aussi du côté français, mais au sein de l'état-major allemand, on a deux philosophies, si je puis dire. On a d'un côté Falkenhayn et son état-major qui s'oppose au commandement de l'Est, qui est emmené par un homme qu'on va connaître par la suite, Hindenburg, et secondé par Ludendorff. Et donc, il y a une très forte tension entre les deux parce que Falkenhayn estime que il faut arrêter les frais à l'Est. Et puis surtout, il fait partie de tous ces officiers prussiens qui sont convaincus que le succès à l'Est est illusoire et qui sont aussi hantés par les échecs napoléoniens de 1812, par exemple, pour ne citer que celui-là. Donc, c'est vrai qu'il faut trouver une issue à la guerre, et c'est pour cette raison qu'il ordonne l'attaque à l'ouest contre la France, qu'il considère comme étant l'armée la plus faible. Voilà, c'est un peu ce que voit Falkenhayn. Voilà. C'est un peu l'idée, je dirais, pour résumer, qui prévaut au sein de l'état-major allemand. On pourrait descendre à un dernier niveau quand même, qui est le niveau du terrain. Et c'est important de le préciser parce que ça va permettre de donner aussi des bases de compréhension de comment tout ça s'enchaîne. Sur le terrain, l'état-major allemand qui est chargé de conduire la bataille devant Verdun, c'est l'état-major de la 5e armée allemande, donc une armée qui est commandée par le prince héritier, Guillaume, secondé par un officier qui est très intéressant, qui s'appelle Knobelsdorff. Et eux aussi ont des bonnes raisons d'attaquer le saillant de Verdun. Mais eux, ils ont des bonnes raisons locales. Et là, il y a déjà une dissonance très forte entre ce qu'envisage Falkenhayn, son état-major, lui il voit la fin de la guerre peut-être, et l'état-major sur place de la 5e armée, qui eux planifient une opération pour réduire un saillant qui embête leur armée et qui gêne le travail de leur armée. Donc, je pense que là, il y a une dissonance très forte entre ces deux échelles. On reverra peut-être tout à l'heure si sur les raisons de pousser, d'attaquer en fait aussi au niveau local du côté allemand. Donc un saillant, rappelons simplement qu'à l'intérieur d'une ligne de front, c'est une sorte d'avancée d'un des deux camps, en l'occurrence Verdun est une sorte d'excroissance de la partie française à l'intérieur d'une ligne imaginaire c'est plutôt du côté allemand par rapport à la stabilisation des lignes de front.
Alors justement, au plan stratégique, on se dit en regardant une carte que si Falkenhayn avait voulu faire finir la guerre grâce à Verdun, il aurait peut-être fallu prendre le saillant par une attaque de chaque côté pour enfermer à l'intérieur les Français, faire ce qu'ont beaucoup fait les Allemands dans la Seconde Guerre mondiale. Là, c'est plutôt une attaque frontale sur cette région fortifiée qui finit d'ailleurs par s'enliser assez rapidement. Est-ce que c'est pour ça que finalement cette bataille qui n'apporte pas les résultats escomptés, Falkenhayn par la suite a raconté qu'il avait de toutes autres intentions et qu'il avait finalement programmé une bataille d'usure, alors que les preuves de cette bataille d'usure finalement n'existaient pas au moment de la conception de l'offensive? Alors, ce qui est certain, c'est que les preuves de cette bataille d'usure, euh, qu'on résume à saigner à blanc l'armée française, qui a été en fait la théorie acceptée un peu partout en France ou en Allemagne pendant très longtemps. Cette histoire, on sait aujourd'hui que c'est faux en fait. Voilà, Gerd Krubach l'a bien montré en fait. Il montre très bien que déjà il n'y a pas cette idée dans la planification allemande dès la fin décembre et dès le début janvier 1916, fin décembre 1915, janvier 1916. Mais en plus, il a montré qu'on en trouve nulle trace dans la presse et ou dans les journaux, dans les témoignages, dans les carnets tenus par les généraux. En fait, cette idée de signer à blanc, j'en parle tout de suite comme ça, on règle le problème de cette affaire, mais apparaît vraisemblablement à partir de mars 1916, lorsque le camp allemand redéfinit la stratégie de cette offensive, de cette attaque brusquée qui n'a pas fonctionné en fait. Voilà. Donc ça, c'est un peu, je dirais, pour cette histoire de saigner à blanc l'armée française, qui aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que c'est une invention de Falkenhayn, mais qui arrangeait bien tout le monde après la guerre. Autant les Français qui ont pu valoriser en fait leur effort, comme pour les Allemands pour accabler en fait plus Falkenhayn en fait et lui mettre sur le dos l'échec de Verdun. Alors pour répondre à votre question André sur plus largement cette bataille, c'est vrai que c'est une bataille qui ressemble un peu à ce que les Français et les Britanniques ont connu en 1915. Et les Allemands, j'ai l'impression qu'ils l'expérimentent aussi en 1916. La grande différence entre ce que font les Français et les Britanniques en 1915, c'est que la bataille dure un mois. Et là, ils ont forcé le Champagne, d'Artois par exemple. Et ici, dans le cas allemand, c'est que les Allemands échouent dès les premiers jours. Ils savent très bien que ce qu'ils recherchaient, l'objectif recherché ne marche pas. Et donc, ils s'acharnent. Et c'est ça qui est en fait incroyable, c'est qu'on a une sorte de montée aux extrêmes de part et d'autre, aussi du côté français, une sorte d'acharnement à tenir jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisant. On est vraiment typiquement dans une bataille d'attrition et d'épuisement pendant 300 jours, et c'est ça qui est quand même incroyable. Alors, au sujet du plan, j'en parle rapidement parce que je pense que Oui, c'est... c'est ça. Est-ce que c'est une erreur de novice incroyable? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut refaire le plan de Falkenhayn à sa place et... Non, c'est compliqué. Il est certain que l'offensive à Verdun, déjà, l'état-major français n'y croit pas. Les Français ne croient pas à une attaque à Verdun parce que pour eux, c'est juste impossible d'attaquer cette zone qui est compliquée, avec un saillant, un relief difficile, sans possibilité de déboucher ou d'exploiter, en fait. Pour les Français se disent, les Allemands ne peuvent pas attaquer à Verdun. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Verdun? Enfin, et en plus, pour les militaires français, Verdun n'a pas vraiment d'intérêt stratégique en fait. La preuve, c'est que dès les premiers jours de la bataille, les généraux français sont prêts à abandonner Verdun. Ils sont prêts à laisser tomber Verdun. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. La chute de Verdun ne peut pas remettre en cause l'issue de la guerre. Pour eux, c'est pas possible. Donc, c'est intéressant de se poser la question, mais pourquoi les Allemands attaquent à Verdun? En fait, les Allemands ont quand même, au plan tactique, de bonnes raisons d'attaquer Verdun, parce que c'est ce qui permettrait, je dirais, de rectifier cette anomalie, ce saillant dans leur front, en fait. Et puis, ça permettrait aussi pour les Allemands de détruire les principaux points d'appui du système fortifié français. Euh, on estime que les Britanniques, du côté allemand, on estime que les Britanniques ne peuvent pas intervenir. Et puis, la situation tactique semble plus favorable aux assaillants. Donc, c'est obtenir un succès assez facilement dans l'idée allemande. Alors, initialement, le plan, il y avait vraiment à l'état-major de la 5e armée un plan qui avait été imaginé par le chef d'état-major du Kronprinz, Belsdorff. Il avait vraiment imaginé une attaque sur les deux rives, la rive droite et la rive gauche, avec des moyens importants, en se disant, si ça marche bien, on réussira à prendre les hauteurs qui surplombent Verdun, et puis ensuite,
Verdun finira par tomber, les Français vont pas se fatiguer à se battre, à défendre cette ville, et on aura, je dirais, neutralisé ce point d'appui. Parce que ça, on peut juste signaler, il suffit de regarder une carte, mais d'ailleurs, il y a des très belles cartes dans l'ouvrage. En fait, la ville est située sur la rive gauche, mais elle est aussi défendue par plusieurs lignes de retranchements successifs qui vont jusqu'à la rive droite. Donc, quoi qu'il en soit, pour l'assaut de Verdun, il faut d'abord passer la rive droite, puis ensuite passer la rive gauche, avant de prendre la place, la ville elle-même, quoi. Oui, mais on peut lancer une offensive sur les deux rives simultanément. Et en fait, Falkenhayn va retoquer ce projet. C'est un projet qui était mûri à l'état-major de la 5e armée depuis la fin de l'année 14. Hein. Le but d'un état-major, c'est de faire des plans. Même si on ne les met pas en œuvre, un état-major conçoit, bâtit toujours des plans. Et puis le jour où on lui demande de passer à l'offensive, il propose un plan qu'il a travaillé. Et donc Falkenhayn retoque ce plan de Knobelsdorff, qui était un plan ambitieux et qui pouvait fonctionner. Et il propose en fait une attaque au rabais, je dirais, en lui disant il faut atteindre le même objectif, atteindre Verdun, mais avec des moyens beaucoup plus faibles, hein, des troupes moins nombreuses et des canons suffisants pour vous couvrir, mais pas aussi nombreux que ce que vous escomptiez en fait. Et donc, si vous voulez, en faisant ça, Falkenhayn a très vraisemblablement privé l'Allemagne d'un succès tactique sur le champ de bataille, c'est-à-dire prendre Verdun. Voilà. Ça, c'est un peu, on va pas rentrer dans le détail de tout ce plan, mais c'est un peu la cinématique de la planification qui est engagée entre, on va dire, décembre 1915 et janvier 1916, parce qu'en plus, ça va très vite dans la planification. C'est ça qui est intéressant aussi. Une petite question pour intercaler ça dans ce déroulé du plan et de la bataille. Pour l'écriture du livre, quelle importance a eu pour vous le fait de connaître le champ de bataille, d'y être allé? Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous êtes allé à Verdun et de ce que vous y avez vu? Et est-ce que c'est quelque chose qui, pour réfléchir à la bataille, pour lire ensuite des archives, lire des plans, etc., est-ce que ça produit des effets intellectuels, historiques pour vous, d'avoir cette connaissance des lieux? Oui, indiscutablement. Et c'est pour cette raison que les militaires parcourent beaucoup les champs de bataille pour s'en imprégner. Alors moi, ma connaissance du champ de bataille remonte à mon enfance, puisque je me souviens, le premier voyage que j'ai fait là-bas à Verdun, j'avais une dizaine d'années, j'y suis allé avec un ancien combattant de mon village, dans un voyage organisé par les anciens combattants du village, et c'était impressionnant de voir ce monde, mais pour lequel je comprenais rien en fait, mais de voir ce champ de bataille, ces trous d'obus, cet ossuaire, ce cimetière. Mais progressivement, j'ai eu une approche d'abord intellectuelle de la bataille. J'ai lu des livres sur ça. En fait. Et une fois que je suis arrivé dans l'armée, quand je suis entré dans l'armée, j'ai parcouru ce champ de bataille pour le présenter à des élèves officiers. Et là, c'est vrai qu'on l'appréhende de manière très différente. Ce que je lis dans un texte, ce que je vois sur une carte, je le matérialise immédiatement par un paysage. Voilà, même si le paysage de 2020 n'est pas du tout celui de 1916, il n'empêche que le relief est pareil, quoi. Et quand on est sur les superstructures de Douaumont, on comprend tout à fait qu'on est sur un point haut et qu'on voit très loin et que c'est très intéressant en fait comme position. Alors c'est vrai que le fait de parcourir le champ de bataille, de le connaître, c'est instructif. Mais c'est une particularité de Verdun, c'est que le champ de bataille de Verdun, on peut l'appréhender avec un seul regard, parce qu'il est tout petit. En fait, le champ de bataille de Verdun, c'est un champ de bataille du 19e siècle. On ne peut pas faire ça avec la Marne, c'est très difficile. On ne peut pas faire ça, par exemple, avec les plages du département, c'est très difficile. On ne peut en avoir qu'une approche très ponctuelle. Verdun, c'est l'un des rares champs de bataille du 20e siècle que l'on peut appréhender dans sa globalité et pouvoir faire le lien très facilement entre ce qu'on peut lire dans les sources et ce que l'on peut voir sur le terrain. Alors justement, maintenant il faut peut-être passer à l'action elle-même, au-delà des plans. Et alors ça, vous avez dit, c'est une attaque au rabais. Bon, au rabais, elle est quand même bien épaisse, hein, cette attaque, qui commence donc le 21 février. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet aussi d'entrer un peu dans la manière dont on faisait la guerre, dont les Allemands et les Français faisaient la guerre à cette époque-là, et notamment sur, appelons ça la doctrine allemande, ou en tout cas la manière qu'ils avaient de procéder, qui se résume un peu en une phrase, on la résume souvent comme ça, c'est l'artillerie conquiert, l'infanterie occupe. Et donc ça renvoie vers le déclenchement et la manière dont cette bataille s'engage, c'est-à-dire un énorme feu d'artillerie, très violent mais assez court, que les Allemands espèrent exploiter rapidement.
Oui, alors je reviens sur un mot sur l'attaque au rabais parce que c'était par rapport aux autres batailles de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez, là, les Allemands n'engagent entre guillemets que 60 000 hommes dans la phase initiale de l'offensive, ce qui est peu par rapport aux attaques de Champagne où on déploie 250 000 hommes du côté français. Donc on est sur un autre registre. C'est une petite offensive initialement pour Verdun. Donc c'est pour cette raison que j'ai utilisé plutôt cette expression d'attaque au rabais parce que par rapport à ce qui était prévu, on est largement en dessous. Alors oui, c'est vrai que c'est un déluge de feu la première journée et les jours suivants et puis en fait les 300 jours finalement. Hein. C'est un déluge qui est très court et ça c'est un peu un enseignement parmi d'autres hein, que les Allemands tirent des offensives de 1915, françaises et britanniques. Hein. Ils réalisent que un bombardement trop long euh, annihile l'effet de surprise. Donc, c'est pour cette raison qu'il privilégie un bombardement très court. Il dure une journée à peine. Hein, il commence le matin à l'aube et il s'achève dans sa phase la plus lourde, hein, la plus dure, en fin de journée. Et puis, à partir de ce moment-là, on a l'intervention de l'infanterie, mais toujours couverte par le bombardement de l'artillerie. Donc, si vous voulez, l'artillerie joue un rôle considérable hein, du début jusqu'à la fin de la bataille. Elle casse, elle couvre, elle neutralise, hein, elle tire en profondeur, et ça c'est nouveau aussi. Hein. À Verdun, les cibles, c'est évidemment la première ligne, mais française, mais c'est aussi les carrefours, les gares, les aérodromes. Hein. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait et qui tient compte notamment des enseignements des offensives françaises de 1915. À Verdun, on voit aussi une des caractéristiques des batailles de la Grande Guerre, qui est que les offensives finissent par s'épuiser elles-mêmes et finissent même par être contre-productives, c'est-à-dire qu'on bombarde, mais le terrain a été tellement bombardé qu'on ne peut plus faire avancer la logistique, on ne peut plus acheminer de renforts et que du coup, les offensives finalement ont leur inertie propre et finissent par presque mécaniquement s'épuiser. Et c'est vrai d'ailleurs aussi pour les contre-offensives françaises, autrement dit. Est-ce que Verdun, c'est pas d'une certaine manière le signe de l'impasse tactique où on est à ce moment-là de la guerre, où on est incapable, après le choc initial, d'exploiter, de percer, parce que tout simplement on a tellement bombardé que on peut plus avancer, on peut plus renforcer, on peut plus acheminer la suite. Alors, on continue d'acheminer, par exemple, à Verdun. Verdun, le front français est constamment approvisionné, donc ça marche toujours. En fait, je pense que effectivement, il y a ce que vous dites, André, sur le bombardement, c'est vrai, hein, qui transforme le champ de bataille, qui gêne la progression des troupes. Il y a aussi l'idée de colmater les brèches. Dès qu'il y a une brèche, on met des renforts et on empêche en fait l'adversaire de pénétrer dans la brèche, donc impossibilité de percer le front. En réalité, la bataille de Verdun ne se distingue pas tellement termes de mise en œuvre des batailles de 1915, c'est la même chose. Il y a une impasse. Et c'est là le drame pour les Allemands, mais c'est quelque chose qui n'est pas nouveau finalement en histoire militaire. Hein. Les Allemands sont dans une impasse et ils s'obstinent. Hein. Mais on va retrouver la même chose en 1917. 1917, le chemin des dames, vous connaissez ça très bien. Nivelle attaque, c'est une impasse dès le départ, et pourtant ils s'acharnent. Ils s'acharnent pendant plus d'un mois, et l'affaire débouche sur une crise majeure. Alors, pour 1917, c'est un peu différent parce qu'il y a effectivement cet acharnement de part et d'autre, mais les troupes tiennent, elles continuent à se battre. Alors, il y a évidemment des mouvements de rébellion, il y a des désertions, il y a des redditions massives, hein, mais il n'empêche que les troupes continuent de se battre en dépit en fait des conditions de combat qui sont effrayantes. Hein. Juste un petit point sur un point que vous avez soulevé tout à l'heure, qui est que finalement des chefs militaires français étaient prêts à abandonner Verdun. Et on sait que par ailleurs, assez vite, l'opinion publique, lorsqu'elle était mobilisée, les dirigeants politiques, on en fait un symbole et on a considéré qu'il fallait pas céder à Verdun, etc. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde chez les chefs français? Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la culture militaire de ces hommes, mais aussi leur culture patriotique, l'idée qu'il ne faut quand même pas céder un pouce du sol national, que retirer des hommes, faire une défense échelonnée en profondeur, etc., c'est compliqué. Est-ce que Verdun ne révèle pas aussi que tout le monde n'est pas d'une totale lucidité sur le fait que face à une attaque, eh bien, on ne peut pas immédiatement tout reconquérir ou défendre chaque mètre carré du sol national? Alors justement, Verdun est un peu en rupture avec cette idée de ne pas céder un pouce de terrain et quand on perd un pouce de terrain, on le reprend. Et le général qui commande, l'angle de Carry était dans cette approche. Hein, on ne cède pas du terrain. Mais à Verdun, il est
conscient que s'il ne cède pas du terrain, c'est une partie de son front, une grande partie de son armée qui va disparaître en fait. Et donc, je crois, je n'ai pas trouvé de témoignages différents, mais je pense que à Verdun, les généraux sont unanimes. Ils ont toutes les raisons de devoir abandonner Verdun militaire. Il y en a au moins deux grandes en fait. La première, c'est qu'une partie de l'armée risque de se retrouver encerclée, et en plus, en termes militaires, c'est toujours très compliqué de défendre avec dans son dos un cours d'eau. Et là, pour le coup, c'est la Meuse en fait, qui est marécageuse et qui en plus on est au début de l'hiver, donc avec des hautes eaux. Donc, au plan militaire, quasiment l'unanimité sur le fait que il faut abandonner cette position qui n'est pas tenable. C'est prendre un risque même de la tenir. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à votre question, mais mon sentiment, c'est qu'à Verdun, on est vraiment dans un monde à part. On n'est plus tout à fait, au début de la bataille, pour les Français, dans l'idée qu'il ne faut pas perdre ce terrain, mais on prend même des risques graves si on ne le laisse pas, on n'abandonne pas. Alors, je vais dire, on voit, évidemment, c'est aussi un peu le sens de cette émission d'une certaine mesure, mais il y a plein de parallèles qu'on tire en filigrane, qu'on peut tirer en filigrane avec l'Ukraine d'aujourd'hui, que ce soit les blocages tactiques, la difficulté à percer, les défenses dans la profondeur, l'échelonnement, la difficulté à défendre une position quand on est dos à un cours d'eau, qui peut rappeler par exemple Kherson, etc. Il y a une autre dimension dont on peut peut-être parler, qui est pour le coup là une question très moderne à ce moment-là. C'est, bon, vous l'avez dit, mais c'est un saillant Verdun, et du coup, ce qui est évidemment absolument vital, c'est de réussir à le ravitailler, de réussir à le faire tenir. Et là, on va voir s'organiser une sorte de petit miracle côté français avec une voie, une artère qu'on va appeler la voie sacrée, où cette logistique va, bon an mal an, ne pas cesser de passer et va permettre de continuer à irriguer la défense française, malgré, voilà, quand on regarde une carte, ce saillant, on se dit, elle devrait être facile à couper, elle devrait être facile à attaquer, cette artère qui permet de continuer la défense, et pourtant, elle va réussir à se maintenir tout au long de cette bataille. Alors, c'est pour moi l'une des grandes révélations de Verdun, c'est justement le poids de la logistique et cette histoire de la voie sacrée. Alors, justement, les Allemands attaquent ce saillant parce que c'est l'un de leurs arguments aussi au niveau sur le terrain, c'est de se dire que les Français n'auront pas la possibilité de le ravitailler. Il n'y a qu'une route qui va devenir par la suite la voie sacrée, on va appeler la voie sacrée, que Barès va appeler la voie sacrée, et puis il y a une petite voie de chemin de fer, voilà, une voie étroite. Donc, si vous voulez, il y a, contrairement aux Allemands, qui eux possèdent sur leur arrière beaucoup de voies de chemin de fer qui permettent d'approvisionner le front. Et pourtant, les Français vont réussir quand même quelque chose c'est ça, à mon avis, la grande victoire de Verdun, à construire, à aménager cette toute petite route en faisant une artère littéralement vitale qui approvisionne le front, et que les Allemands ne peuvent pas atteindre. C'est très difficile de l'atteindre. Si vous regardez en fait la base du saillant, cette route qui part de Bar-le-Duc, monte vers Verdun, elle est plutôt éloignée du front, contrairement aux lignes de chemin de fer qui, elles, convergent en parallèle du front depuis en direction de Verdun. Donc cette route est plutôt protégée et elle est active, non pas avec l'arrivée de Pétain, comme on a souvent dit, non pas... elle est active avant la bataille. C'est-à-dire que elle est mise en marche, vraiment littéralement, par un jeune capitaine polytechnicien, Douminc, qui organise le trafic sur cette route pour acheminer munitions, hommes, camions, avec des bataillons de territoriaux qui sont chargés de l'aménager, de boucher les trous, avec des spécialistes, des garagistes qui sont chargés de réparer les camions. Quand on abandonne le camion, on met avec des pièces détachées pour réparer tous ces engins. Donc il y a véritablement une organisation. C'est vraiment vraiment la guerre industrielle, je dirais, avec ces noyades de camions qui acheminent hommes et matériel et qui redescendent les blessés, par exemple, du front. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est l'une des plus grandes révélations de Verdun, c'est la mise sur pied de cette voie sacrée. Et on retrouve ça dans toutes les opérations militaires. Encore une victoire de la logistique.
encore une victoire logistique, mais si vous regardez la Seconde Guerre mondiale, parmi les grands chefs, Eisenhower, c'est un logisticien en fait. C'est vital. Si vous n'avez pas les moyens pour faire la guerre, vous ne pouvez pas faire la guerre. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui encore. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Antiquité aussi. Si vous n'avez pas de blé à donner à vos légionnaires romains, les légionnaires romains ne se battront pas. Donc c'est quelque chose d'immuable en fait. Un autre élément qui est envisagé dans le livre, et un des intérêts du livre, à mon sens, c'est justement de ne pas se focaliser uniquement sur les combats très connus eux-mêmes de Verdun, mais d'envisager toutes les dimensions, y compris la dimension aérienne, c'est de montrer que la guerre aérienne a constitué, peut-être pas un tournant, mais quand même une forme de prise de conscience, notamment en France, qu'il fallait faire la guerre aérienne d'une manière plus efficace. Et vous montrez bien dans le livre comment il y a deux logiques au fond qui s'opposent. Il y a une logique, celle des as de l'aviation qui ont l'habitude de voler seuls ou quasiment, et d'abattre leurs adversaires, et de réactiver aussi tout l'imaginaire chevaleresque du tournoi, du duel, du défi singulier, etc. Sauf que certains officiers commencent à dire c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Si on veut être efficace, il faut en quelque sorte de l'interdiction aérienne aux appareils ennemis. Pour ça, il faut voler en escadrille, de façon plus régulière, etc. Et Verdun, c'est un des lieux finalement où s'élabore en quelque sorte la notion de supériorité aérienne qui est appelée à jouer évidemment un rôle plus décisif par la suite. Verdun, c'est la première grande bataille aérienne de la Première Guerre mondiale. Euh, et, euh, et c'est intéressant parce que autant les combats au sol sont très connus, autant les combats dans le ciel sont peu connus. Et pourtant, on a, comme sur la voie sacrée, une organisation quasiment industrielle, scientifique aussi, de la guerre dans le ciel. Alors, juste un tout petit mot quand même pour rappeler pourquoi le ciel est important en 1916, hein, enfin au moins pendant toute la guerre. Hein. Si vous ne dominez pas le ciel en 1916, vous êtes aveugle. Donc, au début de la bataille, les Allemands possèdent la supériorité aérienne dans le ciel de Verdun. Sans avion, Pétain est aveugle, c'est au début quand il commande, et donc c'est lui qui souhaite regagner le ciel de Verdun, c'est le préalable nécessaire pour entreprendre d'autres actions ou dans le futur. Hein. Et donc, il fait appel. Il a deux options. D'abord, il va faire appel d'abord aux pilotes légendaires tels Navarre, qui sont des véritables légendes à l'époque, hein, pour donner un tout petit peu de morale. Hein. Et Navarre fait le job, puisque le 26 février, il est le premier à abattre deux avions. C'est le premier doublé dans l'histoire militaire aérienne, hein, à Verdun. Mais les As, c'est insuffisant. Et donc, il faut vraiment, véritablement un organisateur. Et donc, Pétain fait appel sur le conseil de généraux de l'état-major du GQG. Et il fait appel à un officier qui est un passionné, véritablement un passionné d'aviation. Hein. Il met la main dans le cambouis, hein. Il apprend à connaître le fonctionnement d'un avion. Ça, c'est Tricorneau de Rose. Et qui, sur le modèle de la bataille terrestre et aussi de l'organisation de la voie sacrée, eh bien, lui crée les groupements dans le ciel. C'est un peu une sorte de corps d'armée dans le ciel, d'avion en fait. Hein. Ça lui permet d'unifier les procédures aériennes, ça lui permet de mutualiser les moyens, et ça permet aussi, ça favorise aussi le partage des expériences entre les pilotes. Donc ça, c'est très intéressant. Et donc, il leur donne une mission. Au lieu de mener un combat dispersé, comme le faisaient les chasseurs avant, je parle pas des avions de bombardement qui étaient anéantis parce que trop lourds et non protégés, mais les chasseurs menaient un combat qui était essentiellement un combat dispersé. Et Tricorneau de Roche lui dit il faut des masses d'avions qui reçoivent pour mission de chercher l'adversaire et le détruire. Donc l'emploi en masse d'appareils et l'occupation du ciel, ce sont vraiment les piliers, hein, les principaux piliers de la doctrine encore aujourd'hui, hein, de l'aviation de chasse. Et tout ça marche malgré des réticences de certains généraux. Il y a beaucoup de généraux qui voient d'un mauvais œil dans les corps d'armée sur les autres fronts, cette portion d'avions qui est faite dans leur corps d'armée. Hein. Donc, il y a beaucoup de généraux qui s'opposent à ça. Et il y a aussi beaucoup de pilotes de chasse qui s'opposent à cette mise en œuvre de la bataille aérienne, parce que pour eux, si vous voulez, la bataille de masse n'est plus intéressante. Le but d'un pilote de chasse, c'est de gagner des combats, d'être connu dans la presse. Là, quand on vous demande de vous battre en escadrille de 3, 4, 5, 10 avions de chasse, eh bien, votre courage
est un peu, je dirais, effacée. C'est un peu la même philosophie que dans les tranchées, hein. La grande déception pour beaucoup de Saint-Cyriens en 1914, c'est que la bataille ne sera pas glorieuse, ne sera pas belle. C'est une bataille qui va se dérouler avec la masse de soldats dans les tranchées et une mort anonyme quasiment. Donc c'est quelque chose qui est encore très fort dans les mentalités des officiers et aussi de quelques militaires en France comme en Allemagne. Donc réticence des généraux, opposition de quelques pilotes de chasse, et puis surtout les difficultés d'approvisionnement en munitions, en pièces détachées et en avions. Donc vraiment Tricorne de Rose va faire en sorte de gagner cette bataille qui est très vite remportée, hein. L'aviation française reconquiert le ciel très rapidement et redonne des yeux, si je puis dire, à Pétain et à son artillerie. Oui, parce que rappelons-le, il y a plein de mérites à l'aviation, mais notamment parce que ça permet d'anticiper un peu les manœuvres ennemies et du coup de concentrer les forces au bon endroit, au bon moment. Alors, oui, déjà, mais surtout, ça donne des yeux à votre artillerie, quoi. C'est ça qui est important. Les canons sans avion ne fonctionnent pas. Alors vous avez prononcé le mot, le nom qui fâche, qui est celui de Pétain, mais qui nous amène évidemment à parler aussi du haut commandement français et puis aussi allemand au demeurant. Alors c'est intéressant, en même temps c'est toujours un peu gênant de parler des généraux comme ça, parce que c'est un peu la manière dont on a fait l'histoire militaire pendant longtemps, l'histoire des grands généraux, géniaux qui s'opposaient, savoir qui était le plus génial, etc. C'était pas forcément toujours des approches très fructueuses, et c'est aussi comme ça que l'histoire militaire s'est renouvelée en se détachant un peu de ça. Mais ici, en l'occurrence, dans l'histoire de Verdun, il faut en parler parce que c'est une opposition connue et très structurante malgré tout entre Joffre et Pétain. Et en même temps, est-ce que c'est tant une opposition que ça ? C'est-à-dire, on peut poser la question, puisque dans une certaine mesure, ils agissent aussi de concert, même s'ils ont des opinions différentes, même s'ils ont des options différentes. On sait que Pétain, c'est plutôt défendre, consolider, alors que Joffre voudrait envoyer tout le monde à l'offensive régulièrement. Mais voilà, justement, comment est-ce que vous relisez, peut-être à nouveau frais aujourd'hui, cette grande opposition et cette histoire de la bataille de Verdun par le haut, dont il faut malgré tout traiter encore aujourd'hui ? Alors, il faut repartir du début de la bataille. Pétain, en 1916, en France, c'est un inconnu. On peut le dire. Dans l'armée, il est un peu connu, hein, il a eu
un poste de professeur à l'école de guerre, donc il est connu chez les militaires, mais c'est un homme qui en 1914 est fini, hein, il est en retraite pour les militaires, mais qui reprend du service et qui, comme Nivelle d'ailleurs, un peu un parcours similaire, va commander un corps d'armée, puis ensuite prend la direction du commandement de la deuxième armée à Verdun. C'est un personnage qui passe pour être un pessimiste. Alors c'est pas tout à fait, c'est vrai qu'il est plutôt dans la défensive, mais il est aussi un partisan de l'offensive avant la guerre. Hein, mais il anticipe mieux, il prépare mieux l'idée que le feu peut tuer. Il se dit que il faudrait peut-être s'enterrer pour se protéger. Cette grande découverte à la guerre que le feu peut tuer. Il l'a intégré avant les autres. C'est remarquable. Mais en réalité, en 1916, c'est un moyen pour Joffre de se débarrasser d'un officier qui est théoriquement en train de préparer la bataille de la Somme, un peu le bébé, je dirais, de Joffre. Et Joffre, dit, je vais lui confier une sorte de mission compliquée, hein, c'est-à-dire la défense du secteur de Verdun. Et donc, il l'envoie à Verdun, un peu précédé par Castelnau. Et là où Pétain joue un peu une sorte de tour de passe-passe, c'est que pour la première fois depuis le début de la guerre, ce général, en quelques semaines, devient plus populaire que le commandant-chef. Et donc Pétain le pessimiste, qui demande toujours des moyens, qui demande toujours des canons supplémentaires, des hommes en plus, et bien un peu de plus en plus ce chouchou dans la presse, ce qui agace Joffre, hein, mais pas que. Il y a aussi là aussi une dissonance très forte entre un commandant-chef, Joffre, qui voit lui tout le champ de bataille de Dunkerque jusqu'à la frontière suisse, et aussi le front d'Orient et le front russe, et un général, Pétain, qui lui voit la bataille sous l'angle de sa deuxième armée à Verdun. Et donc là, les deux n'ont pas du tout les mêmes intérêts, donc il y a une tension très très forte. Et puis Pétain, surtout, résiste un peu à Joffre. Alors c'est difficile parce que Pétain, c'est quelqu'un de plutôt secret, mystérieux, mais c'est quelqu'un qui dit non, c'est pas possible, on peut pas attaquer. Si on attaque, on va perdre. Là où un Nivelle est beaucoup plus malléable et accepte beaucoup plus ce qu'on lui demande de faire avec les conséquences que l'on connaît. Alors c'est vrai que c'est très difficile. Pétain, c'est un peu le personnage des opérations sans avenir, en fait, j'ai l'impression, pour la Première Guerre mondiale. Et on lui refile ce secteur de Verdun, qui est un secteur qui est pas bon, il s'en sort plutôt bien, et il quitte très vite, il est exfiltré par le haut, et à la fin de l'année 1916, on confie le commandement de l'armée française à l'un de ses subordonnés. C'est ça qui est aussi incroyable dans la tête d'un officier général de ce temps, en fait, de cette époque. Donc ça aussi, c'est difficile à comprendre aussi pour nous aujourd'hui, mais à l'époque, ce qui explique toutes ces petites tensions grosses tensions même, entre les généraux. Oui, il faut ajouter sans doute que ces généraux n'agissent pas de façon complètement isolée d'une opinion publique et surtout d'un monde politique et parlementaire qui a des écuries en fait, parce que Pétain est jugé plus républicain qu'un Castelnau en particulier. Chacun a ses soutiens, a ses journaux, a ses relais parlementaires, ses membres de la commission de l'armée. Donc Verdun, c'est aussi une bataille qui a des échos très forts dans le monde politique, dans la presse, et du coup, on mène la bataille, et là aussi, il y a des parallèles sans doute avec l'Ukraine et la Russie actuelle, on mène la bataille sous le regard de l'opinion publique, et ça détermine aussi en grande partie les choix stratégiques. Mais toutes les batailles, en fait, je ne parlerai que de la Première Guerre mondiale, mais toutes les batailles de la Première Guerre mondiale ont un lien très fort avec le pouvoir politique. Pourquoi l'armée française attaque constamment en 1915? Parce que, notamment, il n'est pas possible de tenir avec une vingtaine de départements français occupés par l'armée allemande. Donc, on attaque, on met la pression, et les généraux, en fait, mettent en œuvre ce qu'ils peuvent, et comme ils peuvent. Alors, ils font des erreurs, mais la pression du politique est très forte. Et à Verdun, elle est très forte aussi. Le politique, c'est le gouvernement qui demande à Joffre de tenir à Verdun. Et parce que déjà, dès les premiers jours, la bataille joue un rôle important en France pour le pouvoir politique. Euh, Elle est déjà instrumentalisée dès la première semaine. Donc c'est évidemment, le politique n'est jamais très loin. Et la charnière politico-militaire est constamment présente
dans les batailles de la Grande Guerre. Avec la particularité que il y a aussi le soupçon du politique que le GQG prend trop ses aises et ne l'informe pas et ne lui donne pas assez de levier. Et du coup, l'année 1916, c'est un des moments de la reconquête progressive sur le militaire par le politique. Et Joffre, le fait que Joffre finisse par être marginalisé, il était intouchable en 1914 et finalement, la situation a changé aussi en 1916. C'est aussi ça que raconte cette histoire. Oui, oui. En partie, même si c'est un peu plus complexe. Mais c'est vrai que déjà, euh, p- parmi les généraux, hein, Joffre a face à lui des gens comme Lyautey, alors Gallieni auparavant, mais des gens comme Lyautey, comme Pétain, qui s'opposent à Joffre, hein, qui ont en partie, qui réussissent à débarquer, à faire débarquer Joffre. Hein. Mais euh, c'est pas nouveau, on trouve ça dans toutes les batailles de la Grande Guerre. Mais au demeurant, quand on lit l'ouvrage, c'est quelque chose qui apparaît vraiment... Alors on va pas refaire évidemment le déroulé événementiel, mais avec notamment cette insistance sur les symboles de cette bataille, que sont le fort de Diomont, le fort de Vaux, etc., et qui sont fascinants parce qu'on a l'impression que ça devient des points importants, pas tactiquement, mais symboliquement. Le fort de Douaumont, on peut rappeler que au début, il est évacué, il est quasiment livré aux Allemands parce que personne n'a pris vraiment la peine de le défendre. Parce Il est que, pas défendu. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça intéresse vraiment trop personne la défensive et les ouvrages fortifiés au début. Et puis ensuite, il va falloir dépenser des milliers, des dizaines de milliers de soldats français pour le reprendre, et allemands aussi évidemment de l'autre côté. Et on a presque l'impression que du coup, c'est une bataille qui est une accumulation de boucheries pour récupérer des symboles, plus que une bataille qui a une dimension réellement stratégique, opérationnelle ou stratégique dans ses objectifs. Cette bataille, au bout de la première semaine, donc on va dire à fin février, n'a plus aucun intérêt stratégique ou tactique ou ce que vous voulez. En fait, c'est une bataille d'attrition et c'est celui qui finira par céder, qui perd en fait. C'est ça. Il y a plus d'intérêt. Enfin, on se bat pour des tout petits des bouts de champ de bataille. Alors j'ai intitulé le sous-titre de ce livre, c'était en fait la guerre de mouvement dans un mouchoir de poche, parce que c'est vrai qu'on est dans une bataille de tranchées par excellence, mais n'empêche que c'est une bataille, Verdun, qui est constamment en mouvement. Les hommes courent constamment. Dans le ciel, les avions se battent à 140 km/h. Donc c'est une bataille qui est toujours en mouvement. On déborde, on se replie, on attaque, et tout ça au prix de pertes humaines importantes. Pour des morceaux de tranchées, pour un bois, pour une maison d'un village. Enfin, c'est ça, Verdun. Et on en perd littéralement le sens commun, hein, y compris au plus haut niveau. Cette bataille semble même ne plus être comprise par les généraux qui la commandent, en fait. Et c'est justement ce qui amène de façon très paradoxale à ce que ce blocage de Verdun a semblé livrer des leçons mal tirées ou mal comprises, par Nivelle en particulier, qui va essayer de transposer en 1917, lorsqu'il devient général en chef et que son second, Mangin, il le prend avec lui, il monte un plan d'attaque du chemin des Dames. Et en fait, il imagine transposer à l'échelle du chemin des Dames les succès locaux obtenus en fin d'année à Verdun face à une armée allemande largement épuisée sur un petit secteur, et il en tire la leçon qu'on pourra percer le front l'année suivante, ce qui est en fait une leçon, vous le montrez, complètement erronée par rapport à ce qui s'est produit, par rapport aux succès locaux qu'il avait obtenus. C'est fascinant ce que vous décrivez. Vous décrivez qu'il pense avoir trouvé la méthode miracle, la solution à la guerre pour de bon, et puis en fait non. Ouais, il en est convaincu lui-même, je pense. Ouais, ouais, c'est évident. Mais parce que ce sont des gens qui ont une pression forte. Je ne cherche pas à défendre les généraux ou quoi que ce soit, hein, mais c'est des gens qui commandent des millions d'hommes et qui ont entre leurs mains le destin du pays. Et c'est pas anodin. Hein. Je pense que ça arrive, c'est arrivé rarement depuis une cinquantaine d'années en France, par exemple. Donc c'est vrai que ce sont des hommes qui s'illusionnent aussi beaucoup pour des événements. Là, en l'occurrence, les Allemands jettent l'éponge le 2 septembre 1916. Donc, si vous voulez, la reconquête en partie, très partielle, de la rive droite et l'abandon de reconquête de la rive gauche, il faudra attendre 1917, euh, jette l'illusion que la victoire est possible et donc on utilise ça pour galvaniser un peu les troupes pour l'offensive du 17 et puis on réussit à se convaincre que l'école de Verdun donc Nivelle, Mangin notamment, eh bien tient
la recette miracle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi souvent dans les armées, chez les chefs, en fait. Les chefs pensent qu'ils tiennent la recette miracle et donc ils vont la mettre en œuvre. Le grand problème, c'est que Verdun, c'est un petit secteur, tout petit secteur, où l'armée allemande a jeté l'éponge. Elle se bat toujours, hein, mais elle n'y consacre plus des moyens importants à la défense de Verdun, de ce secteur de Verdun. Et puis, c'est une toute petite offensive. La reconquête de Douaumont, c'est quelques divisions, en fait. Rien de comparable avec une offensive où on en engage plusieurs dizaines et avec des milliers d'hommes et des canons à foison. Donc, on est loin, c'est vrai, de ce que Nivelle avait imaginé en 1916 lorsqu'il lance son offensive en 1917. D'ailleurs, en fait, l'offensive est ratée au bout d'une heure. Enfin, c'est un échec cuisant. Alors, on sait que l'exaltation de la résistance du poilu français à Verdun, ils ne passeront pas, on les aura, de tous ces discours qui ont accompagné la bataille, ça a joué un rôle évidemment, y compris après la guerre, pour fixer l'idée que la France pouvait gagner une guerre défensive et que il faudrait pas non plus reproduire les offensives infructueuses de 1915, de 1917 pour la guerre suivante. Du coup, je me suis demandé en vous lisant dans quelle mesure ce qui s'est passé à Verdun, avec ces forts qui à la fois étaient importants, étaient des points d'appui, mais en même temps qui ne servaient pas à grand chose en tant que fort. Dans quelle mesure on y a réfléchi au moment justement de construire la ligne Maginot, au moment de prévoir une guerre qui serait une guerre de casemate, une guerre dans laquelle on serait enfermé dans une position inexpugnable, comme on aurait pu imaginer que Verdun l'avait été. Est-ce que voilà, l'expérience de Verdun a pu rejouer sur, peut-être pas sur la stratégie globale de la France, on sait qu'il y a plein de déterminants à ces stratégies défensives, mais sur le fait même qu'on ait prévu de s'appuyer sur une ligne fortifiée pour 1939-1940. Je pense pas que Verdun, c'est vraiment la bataille qui a été l'exemple. Je pense que c'est plutôt la Première Guerre mondiale. Et en même temps, la ligne Maginot, qui est effectivement une tranchée fortifiée, une position, une ligne de front fortifiée, bétonnée, n'est pas incohérente. Les Allemands en ont une aussi en face, et on a des dizaines d'exemples en fait de lignes fortifiées qui permettent de garantir un front. Et en plus, si on prend en 1939, puisque c'est de ça dont vous parlez, ça fait partie d'une doctrine aussi. 1939, certes, il y a une Maginot, mais il y a aussi une guerre de mouvement qui est imaginée en Belgique, avec le plan d'Il-Breda. Bon, on va pas rentrer dans le détail, c'est compliqué. Mais donc, ça veut dire que, évidemment, on tire les leçons de 1914, évidemment, on construit la ligne Maginot, on n'est pas les seuls à le faire, mais on a aussi une dimension guerre de mouvement qui est prévue, et la ligne Maginot fait partie d'une doctrine qui n'a pas marché, hein. Les Allemands ont fait mieux que ce que leur doctrine prévoyait, les Français font moins bien que ce que leur doctrine prévoyait, mais je ne pense pas que Verdun ait directement, je dirais, irrigué la pensée des officiers généraux planificateurs, entre guillemets, des années 20 à 30. Quoi. Je pense pas. Pas Verdun directement. La Première Guerre mondiale, oui, mais pas Verdun. Alors, peut-être pour terminer et essayer de faire un grand point à travers le temps, comme on l'a un peu ébauché tout à l'heure. Bon, évidemment, on est maintenant dans une guerre de tranchées, une autre, où l'offensive est très compliquée en Ukraine, où on voit toutes sortes de défenses, mais qui évidemment font penser dans une certaine mesure à ce que vous décrivez. Alors, je vous pose la question très généralement. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire de constater, disons, ce blocage tactique ukrainien d'aujourd'hui, comme on constatait un blocage tactique pendant la Première Guerre mondiale? C'est-à-dire, est-ce que pour une fois, on n'aurait peut-être pas mieux fait d'étudier un peu la Première Guerre mondiale avant de se lancer dans cette nouvelle? C'est compliqué parce que en fait, quand j'étais officier et enseignant à Saint-Cyr, j'expliquais à mes élèves que comparaison n'est pas raison. Alors, en histoire, c'est valable, mais encore plus en histoire militaire. Les militaires ont besoin d'aller chercher de l'histoire parce qu'ils ont besoin de se rassurer plus que les autres encore. Et donc, il faut aller chercher des exemples, essayer de trouver des recettes. Alors ça, je m'insurgeais contre ça, en fait. Mais l'histoire ne se répète pas. Enfin, plus jamais on refera Austerlitz, plus jamais. Enfin, c'est pas possible. En même temps, c'est vrai qu'on pourrait se nourrir de la Première Guerre mondiale, mais on pourrait se nourrir de la guerre civile américaine aussi, parce qu'il tranchait aussi. On pourrait se nourrir aussi d'exemples de l'Antiquité, parce qu'il avait tranché. Donc, je ne pense pas que ce soit important. Que nous devions voir en fait approcher cette guerre d'Ukraine uniquement par le biais de la Première Guerre mondiale. Je pense que tout est intéressant et tout peut permettre de nourrir la réflexion. En revanche, je pense que moi, ce qui est encore plus intéressant, alors je ne connais de l'Ukraine que ce que j'en lis ou dans les journaux, sur Twitter, ce que j'en écoute sur le collimateur par exemple, mais je,
je pense que les guerres du passé doivent nous apprendre aussi comment les armées s'adaptent. Comment les soldats s'adaptent à des situations nouvelles, comment les états-majors s'adaptent aussi à des situations nouvelles en développant de nouveaux armements, en développant de nouvelles tactiques, mais pas, je pense pas en allant rechercher un exemple en disant on s'est battu comme à Verdun, on va faire une tranchée comme à Verdun. Je pense que ça euh, euh, c'est instinctif même pour construire une tranchée non pas droite mais rectiligne, en zigzag pour se protéger. On n'a pas besoin d'aller chercher la Première Guerre mondiale parce qu'on le sait et on se fait avoir très vite. Par contre, sur euh, la mobilisation des hommes, sur le recrutement, sur l'armement, sur la production industrielle d'armes, là, je pense qu'on a beaucoup à tirer. Je me souviens, j'ai mis un tweet euh, au début de la guerre en Ukraine où on nous disait qu'il y avait 3000 obus qui avaient été tirés sur une position et j'avais mis ce tweet en disant mais la Première Guerre mondiale est vertigineuse parce que Verdun, on en tire plus d'1 million en fait en à peine 6 heures. La Première Guerre mondiale est vertigineuse par rapport à ce qu'on connaît de l'Ukraine aujourd'hui. J'avais parlé qu'un camarade prof à l'école de guerre et il voulait qu'on essaie de faire quelque chose de comparaison entre Ukraine et Première Guerre mondiale. Je lui ai dit c'est compliqué parce que euh, euh, il y a une chose qui est déjà incomparable. La Première Guerre mondiale, on a un front qui va de Dunkerque à la Suisse avec un soldat sur chaque mètre qui défend la position, ce qui n'est pas le cas en Ukraine, parce qu'on n'a plus d'effectifs, parce qu'on n'a pas assez d'armement, parce que tout un tas. Et donc déjà rien que ça, on est déjà en dehors de la comparaison. J'avais trouvé en fait l'approche intéressante, mais après bon, je peux pas vous en dire plus parce que je ne connais pas du tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Enfin, je n'en sais que très peu de choses. Non, mais c'est aussi une très bonne conclusion, mais quelque chose qu'on dit souvent, que les militaires aiment beaucoup l'histoire militaire, évidemment, parce qu'il faut bien trouver des exemples sur lesquels s'appuyer, et puis pour autant, il faut pas trop s'arquer dessus, parce que sinon on se prépare toujours à la dernière guerre et jamais à la suivante. Dans tous les cas, merci beaucoup Michael Bourlet, donc on va rappeler les références de ce très bel ouvrage, donc Verdun 1916, paru aux éditions Champ de Bataille. C'était donc Le Fil de l'Épée, un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.